Théo, c'est à toi pour la relation au vivant dans les habitats participatifs. Oui, merci beaucoup. Voilà, pour me présenter en deux mots, rapidement, je rêve de résilience et de coopération à l'échelle des territoires, enfin à toutes les échelles, mais voilà, je rêve un peu grand, on va dire. Je rêve d'une résilience à l'échelle de la société. Et, euh, et voilà, je rêve aussi que dans les villages, on puisse se balader, cueillir des fruits, des légumes toute l'année, parce que les habitants coopèrent pour prendre soin de ces espaces qui sont des espaces de bien commun. Et voilà, puisque enfin, je vois que vous, à l'échelle de vos collectifs, vous êtes complètement dans cette dynamique. J'ai été touché d'en apprendre un petit peu plus. J'ai regardé un visio là, qui présente la commutatrice pour essayer de mieux comprendre votre écosystème. J'ai trouvé super intéressant, super inspirant. Voilà, j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc, déjà, franchement, bravo. Un grand bravo pour ce que vous faites. Je suis vraiment admiratif, pour être honnête. Voilà. Juste pour dire, j'habite dans le Tarn-et-Garonne, pas à 15 minutes d'Argombat, d'où le fait que je vais animer des conférences et des formations là-bas. Et je suis bien heureux de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai nommé donc cette conférence Et si votre jardin pouvait changer le monde? Moi, je suis intimement convaincu que le jardin peut en tout cas au moins contribuer à changer le monde à son échelle. Donc juste quelques mots pour compléter qui je suis. Voilà, une des premières choses que je dis aux porteurs de projets que j'accompagne, enfin une des premières questions que je pose, c'est justement la question de quelle est la mission de votre projet dans votre vie, quelle est la mission pour votre territoire. Et moi, la mission que je me suis donnée, donc, c'est d'accompagner des familles, des communautés, des collectifs, des entreprises, tout porteurs de projets, en fait, qui voudraient rendre le monde plus beau et plus vivable, je dirais, dans l'aménagement, dans la conception et l'aménagement de jardins qui soient nourriciers, beaux et résilients. Voilà. Et source de joie, qui est une émotion qui me porte particulièrement et que je souhaite de vivre à tout le monde le plus possible. Euh, et donc, ma devise, c'est donc, comme je vous disais, donc changer le monde commence par se changer soi-même. Et ma proposition, c'est de commencer par le jardin. Donc voilà la mission que je me suis donnée. Et pour remplir cette mission, je propose donc des conceptions de jardin sur mesure. Je propose pour ça des accompagnements étape par étape, des formations. Et éventuellement, je commence à réfléchir à ce que je pourrais vous proposer à vous spécifiquement. Et je pensais, en discutant avec Mika, peut-être à des temps de coaching mutualisés pour vos collectifs à voir la forme qu'il pourrait prendre. Vraiment, là, ça serait à co-créer ensemble. C'est un beau modèle de coopération, justement, et de résilience. Et c'est ça qui m'inspire dans ce modèle-là. Donc, la permaculture, elle se base sur une éthique, donc trois piliers. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement. Une approche holistique qui cherche à prendre soin, à mettre en interconnexion, en interrelation les éléments d'un système. Donc ça peut être un système, effectivement, la permaculture, c'est loin d'être seulement du jardinage, ça a juste été popularisé comme ça, mais en vérité, ça s'applique à tous les domaines de la vie, hein. C'est les pétales de la fleur, c'est les grandes catégories, des grandes catégories qui regroupent des besoins fondamentaux pour les humains. Donc on voit que ça peut vraiment toucher à tous les domaines. Et moi, je suis spécialisé du coup dans le domaine du soin à la terre, de l'entretien à la terre, mais aussi des relations humaines. Il faut créer ensemble un contexte, un mode de vie, une manière d'être ensemble qui nous permettent d'être heureux tout simplement et de vivre en harmonie avec notre environnement. Chose qu'on faisait naturellement, je crois, et qui se perd petit à petit dans notre société. En tout cas, donc permaculture, hein, c'est donc culture permanente, c'est la culture de la permanence et culture au sens culturel, quoi, pas la culture des sols et des végétaux. Donc la méthodologie classique qu'on entend ici et là, c'est OBREDIM, donc observation, bordure, ressources, évaluation, décision, implémentation, maintenance. Donc c'est un peu des grandes étapes qui se suivent. Et dans maintenance, on a le principe de rétroaction, c'est-à-dire on voit ça comme une boucle en fait, de revenir après au départ à l'observation, de prendre du feedback et de faire des boucles comme ça pour avancer en lien avec le vivant et l'évolution des projets ou les réponses de l'écosystème.
Moi, je simplifie cette démarche en quatre grandes étapes, qui est la phase des fondements du projet, on va dire, de l'observation, fondement du projet. On regarde aussi du coup les bordures et les ressources. Une phase de conception, conception du projet. On va mettre en lien, en interaction tous ces éléments. Et une phase de mise en œuvre, de réalisation, où on va mettre dans la matière, ou en tout cas dans le système, on va commencer à essayer d'implémenter ce qui a été pensé avec l'esprit. Et la quatrième phase, qui pourrait correspondre à la maintenance, c'est j'aime bien le mot rétroaction, voilà, dans l'idée de regarder en arrière ce qu'on a fait et comment le système il a répondu à ce qu'on a fait pour réajuster tout simplement et pour accompagner le mouvement et prendre en compte tout ce qui émerge au fur et à mesure. Il y a des principes qui s'appliquent très bien au collectif, comme le principe de miser sur la diversité, de coopérer plutôt que de forcer, voilà, d'accompagner un mouvement. Euh, D'appliquer l'autorégulation aussi et d'accepter du coup la rétroaction, comme on le disait. Ne produire aucun déchet, c'est-à-dire en fait revaloriser ce qu'on pourrait penser être un déchet, en faire des ressources et des opportunités de grandir. Donc les déchets, hein, pour un collectif, je pense, ça peut être aussi, en fait, dans un conflit, on va plutôt en tirer le meilleur parti et le mettre au service de l'évolution du collectif. Ça va être pareil au jardin. Voilà, intégrer au lieu de ségréguer, on en parlera pour intégrer les plantes sauvages, pour intégrer peut-être les animaux. Alors, on entend souvent les ravageurs. Voilà, de se laisser guider par ces principes pour créer des systèmes qui répondent à nos besoins et qui nous permettent à la fois de répondre à nos besoins et de répondre aux besoins des autres espèces avec lesquelles on est en interdépendance. La forêt nous montre bien ça. Euh, Donc, permaculture, agroécologie, des leviers majeurs de résilience pour l'humanité. Je vais vous montrer là dans les solutions, en bas à gauche, il y a écrit le rapport met en avant plusieurs solutions, les améliorations de l'irrigation, agroécologie, solutions fondées sur la nature. Voilà, les solutions liées au bouleversement climatique et aux problèmes sociétaux qui en découlent, elles sont déjà reconnues comme étant prendre soin de la terre et j'entends sous-entendu aussi évidemment prendre soin des humains. Donc, civilisation de l'herbe ou civilisation de l'arbre. Deux visions du rapport humain au vivant qui coexistent aujourd'hui. Donc, dans la civilisation de l'herbe, on est basé sur un modèle qui va vers toujours plus de simplicité. On simplifie au maximum pour produire un maximum. Souvent, c'est ce qu'on cherche à produire, c'est des ressources financières, enfin, avant tout, quoi. Des systèmes qui effectivement sont productifs par rapport à ce qu'on souhaite en sortir. Par exemple, si on compare des quantités qu'on peut produire en monoculture de blé ou d'autres céréales, bah, effectivement, c'est des systèmes très productifs, mais en réalité, c'est des systèmes qui consomment plus de calories euh, que ce qu'il n'en produit. Et en plus des calories fossiles, on voit avec voilà, les tracteurs, les transports ensuite derrière, puisque les territoires sont hyper spécialisés. Dans le Gers, on fait du canard. En Bretagne, on va faire du cochon. En Tarn-et-Garonne, on va faire du maïs, etc., etc. Donc tout est hyper spécialisé. Les territoires s'appauvrissent dans leur diversité. Et donc, on est obligé de faire importer du reste de la France, voire du monde entier, des denrées qui seraient tout à fait productibles localement et même dans nos jardins, en fait. Donc là, plutôt que de déléguer à des grandes entreprises et à des énergies fossiles non renouvelables, les réponses à nos besoins. Proposition de civilisation basée sur l'arbre, donc avec les arbres au cœur du système. Les arbres qui jouent un rôle majeur, en tout cas les forêts qui jouent un rôle majeur de climatiseur, de régulation du climat à petite échelle, mais aussi à grande échelle, puisque les arbres, ils attirent la pluie, ils permettent aussi de garder l'eau dans les systèmes. Les arbres, en vivant en synergie avec les micro-organismes permettent de produire de la fertilité, protéger nos cultures, de la diversité qui est vraiment gage de résilience dans la mesure où, par exemple, ouais, si je produis qu'un seul type de légumes et si j'ai des problèmes sur ce type de légumes, je vais avoir une pression sur mon activité. De même pour un arboriculteur, de produire et de la figue et du raisin et des pommes et peut-être les fruits du feijoa, les goyaves du Brésil et encore peut-être d'autres espèces, d'avoir d'autres espèces fruitières qui produisent au même moment. Ça veut dire que si j'ai les maladies sur les figuiers cette année, eh ben, je peux me reposer sur sur les autres espèces
pour nourrir ma famille ou pour nourrir mon activité économique, etc., etc. Donc, continuum avec les milieux naturels qui garantit une grande stabilité écologique et à terme peu d'entretien si le système est bien pensé. Et ça, c'est vraiment important pour vous dans vos collectifs parce que je sais qu'il y a un vrai enjeu de comment on implique les gens du collectif, avec la diversité des projets, comment on peut prendre soin de pas trop disperser justement l'énergie, mais plutôt la concentrer sur les projets qui sont les plus pertinents ou au moment de l'année où c'est le plus pertinent, etc., etc. L'enjeu ici, c'est de devenir partenaire du vivant. Et pour moi, c'est effectivement renouer avec notre mémoire de jardiniers, cueilleurs, préleveurs que nous étions, euh, très probablement qu'étaient nos ancêtres, rétablir voilà, ce lien profond à la forêt et redevenir gardien du vivant. J'ai la croyance, personnellement, que ça pourrait être le rôle écologique de l'espèce humaine, en tout cas de contribuer, comme le font toutes les autres, de contribuer à ce qu'il y ait plus d'abondance et non pas appauvrir les systèmes comme c'est le cas actuellement pour notre civilisation en tout cas. Au carrefour de l'autonomie et de la résilience, le jardin agroforestier. Donc bon, en collectif, l'enjeu c'est de concevoir un système qui fonctionne même donc, quand tout le monde n'est pas disponible. Plus le système il est bien pensé, comme je vous disais, moins il demande d'énergie humaine à long terme. Vous voulez bien manger, plantez des arbres. Vous voulez le retour de l'eau, de la fraîcheur, plantez des forêts. Voilà, partout la nature le peut, elle fait naître un arbre. Les paysages tempérés tendent naturellement vers la forêt. Et l'idée d'aménager un jardin agroforestier, c'est d'accompagner cette dynamique naturelle plutôt que de lutter contre, plutôt que de vouloir rester en prairie. Donc le jardin agroforestier, c'est un système boisé, multi-étagé, donc à l'image de la forêt ou des lisières de forêt, où on voit qu'il y a des végétaux au niveau du sol en tant que couvre-sol. Il y a en sous-sol aussi de la forêt, en sous-sol forestier. Il y a des végétaux de type buisson, donc qui couvrent le sol et qui commencent à s'élever un petit peu. Il y a des arbustes, des lianes qui grimpent dans ces arbustes et qui arrivent au niveau des arbres. Et il y a différentes échelles, différentes tailles d'arbres jusqu'aux arbres forestiers comme les chênes, les châtaigniers et autres, qui sont des très très grands arbres. Et voilà, il faut savoir qu'à tous ces étages, on peut avoir des espèces qui sont, par exemple, fruitières, nourricières, ou qu'on a choisi pour rendre des services écologiques, écosystémiques, que ce soit pour attirer des insectes pollinisateurs qui vont être au service de la production fruitière ou de la protection des cultures. Donc des plantes choisies et associées pour créer résilience, santé et régulation naturelle. On n'a pas encore parlé trop de microclimat. Le microclimat, c'est l'idée que à l'échelle d'un espace, et notamment dans un système agroforestier, donc à l'échelle voilà, d'une agriculture déguisée en forêt, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place pour protéger le système. Les arbres, ils protègent des vents, ils protègent des excès de soleil, de chaleur, ils protègent quand il y a une belle diversité, comme on disait, donc des maladies, etc. Ça crée un climat vraiment favorable en fait à la culture, tout simplement. Ernst Götz, le seul intrant, c'est la connaissance. Voilà, j'aime beaucoup. Ça résume vraiment le principe. Enfin, moi, vraiment, cette phrase, elle me parle particulièrement, quoi. L'idée, c'est de faire avec ce qu'il y a, ce qui est vivant ici et maintenant, sur le terrain, dans les relations humaines, dans l'énergie qui est disponible, et de s'ajuster tout le temps. Et pour ça, bah, voilà, de la connaissance, de la bonne volonté, de la confiance. Voilà. Au niveau de l'entretien, donc oui, donc, l'humain, évidemment, reste présent pour accompagner, tailler et récolter, en partenariat avec le vivant. Mais encore une fois, si le système est bien pensé et qu'il est adapté aux besoins et à l'énergie disponible, on peut vraiment se faciliter la vie, quoi. Je veux dire, j'ai visité des lieux qui sont avancés dans leur pratique. Et voilà, il y a des maraîchers qui produisent, vous avez sûrement peut-être entendu parler de la ferme du Bec et Loin. Je ne sais pas si vous connaissez cette ferme qui est ouais, une ferme pilote qui a produit des beaux résultats. Mais déjà, c'est un couple voilà, vraiment merveilleux que j'ai la chance de rencontrer qui incarne parfaitement ce qu'ils transmettent. Et eux, donc, c'est des maraîchers. C'est pas du tout des maraîchers à la base en plus, hein, ils se sont reconvertis. Euh, et c'est des maraîchers qui ont cherché à avoir une qualité de vie, justement, à travailler sans s'épuiser, à avoir une qualité de vie, un espace, un confort de vie suffisant. Leur ferme est magnifique, vraiment magnifique. C'est un des plus beaux lieux que j'ai visité personnellement.
toute l'année, magnifique toute l'année. Et donc, ils montrent vraiment qu'on peut concilier le confort de travail, la productivité, puisqu'ils produisent 9 fois plus, leurs études, des études scientifiques montrent qu'ils produisent 9 fois plus au mètre carré que des maraîchers en bio traditionnels, sans engrais chimiques, sans pesticides, voilà, sans travail du sol, ou très 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 peu, vraiment au minimum. Parfois un peu de traction animale, mais voilà. Donc voilà, donc l'idée là, c'est de voir qu'en adaptant le système à ses besoins, et si les fondements du projet sont bien clairs, pas forcément une charge en fait de prendre soin de ces jardins, au contraire, c'est un plaisir de cultiver ces jardins, d'être en lien avec le vivant et de contribuer à ce qu'il y ait toujours plus de biodiversité, que le collectif puisse manger sainement, la production très locale, le fait de jardiner ensemble, enfin voilà, il y a tous les bénéfices qu'on peut imaginer à cultiver un jardin agroforestier. Ça, c'est une diapositive qui a été présentée par un professeur de l'université d'Alicante au GIEC. Et on voit donc de gauche à droite, on voit lui, il déplorait, il disait voilà, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de pathogènes, il y a de plus en plus il y a de moins en moins de diversité. Bon, il faisait un constat un peu dramatique. Et j'aime bien l'idée que les personnes qui habitent au Maghreb, qui viennent donc d'Afrique du Nord, elles ont dû se régaler en voyant ces slides parce que elles lisent de droite à gauche et elles ont dû voir qu'en fait, en comprenant le système naturel, ben, on peut vraiment régénérer les sols, régénérer nos paysages et au contraire tendre vers plus d'abondance et de résilience. Et donc c'est vraiment ce qu'on voit c'est vraiment la dynamique naturelle, comme on disait. Donc naturellement, les écosystèmes ils tendent vers la forêt. Et là, vous avez du coup une illustration de ce processus-là, où on voit que petit à petit, avec des formes de vie au début petites, chétives, mais pourtant résistantes et hyper importantes, hein, ça me fait penser au colibri encore, voilà, petit mais essentiel. Petit à petit, on tend vers plus d'abondance, donc on voit bien aussi les différents étages de végétation qui se créent au fur et à mesure. Donc, bah, si on part d'une prairie, par exemple, on va dire au troisième stade, là, avec des herbes, des plantes annuelles. On a la diversité qui se développe vers donc des buissons, des plantes vivaces, et puis petit à petit des arbustes, etc., etc., jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le climax. Donc c'est un état stable c'est un état stable de l'écosystème qui, en climat tempéré, est vraiment presque systématiquement la forêt. Donc il y a vraiment un enjeu, selon moi, de passer à la civilisation de l'arbre, puisque la nature tend vers ça, vers vraiment une majorité de forêts dans nos paysages. Et il y a vraiment moyen de faire ça et de nourrir nos besoins, puisque on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a par exemple des plantes comme voilà, comme les chênes à glands doux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler voilà, ces espèces, ces variétés de chênes, qui sont des chênes verts qui nous viennent qui sont développés principalement en Espagne. Et c'est des chênes donc dont on peut manger les glands sans avoir, parce que les glands sont comestibles à condition qu'on enlève leurs tanins qu'ils produisent naturellement. Donc aujourd'hui, pour cuisiner le gland du chêne à côté de chez vous, il faut le passer 9 à 10 fois dans de l'eau bouillante pour que les tanins partent dans l'eau. Avec des chênes à glands doux, on peut manger le gland comme ça, croquer dedans, cru. Et c'est délicieux et on peut en faire de la farine. Et vous imaginez la quantité de gland que produit un chêne. On peut produire de la farine, on peut remplacer nos farines que sais-je, de seigle, de blé, d'avoine par de la farine, pourquoi pas de gland, de la farine de châtaigne. On peut faire de la farine avec des feuilles de tilleul aussi, les feuilles de tilleul qui sont comestibles, très nutritives. C'est parmi les végétaux les plus protéinés. Il y a presque autant de protéines dans une feuille de tilleul proportionnellement que dans une bonne viande rouge voilà, qu'on pourrait manger pour avoir des protéines. Il y a d'autres plantes comme ça, hein, qui sont vraiment intéressantes sur le plan nutritionnel, surtout les plantes sauvages, puisqu'elles n'ont pas été sélectionnées pour leurs aspects euh, soit gros fruits, soit parce que souvent on a sélectionné les plantes parce qu'elles faisaient plus de productivité ou parce que le goût était particulièrement savoureux. En fait, en revenant à des plantes sauvages, déjà on a moins de travail parce qu'elles poussent toutes seules, c'est quand même pas négligeable. En plus, elles sont plus résistantes puisqu'elles poussent naturellement à l'endroit, on n'a pas besoin de les planter, de les entretenir. Et, euh, et elles sont donc plus nutritives
parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées pour d'autres critères. Et donc, naturellement, elles sont nutritives. Elles poussent pile au moment où on en a besoin. En plus, je ne vais pas m'attarder sur des exemples, mais à chaque saison, il y a des plantes qui sont adaptées à nos besoins en lien avec la saison. Et en s'appuyant là-dessus, on peut vraiment contribuer à notre santé en s'évitant voilà, du travail, entre guillemets. Alors, de la diversité des paysages agroforestiers. Donc, il existe, donc il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de bon, il y a pas de bon, il y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de meilleurs paysages agroforestiers les uns que les autres, même si on a, voilà, on va voir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des paysages, en tout cas, qui sont adaptés à des usages, à des surfaces, et donc pour vous, bah, des collectifs différents en fonction de vos besoins, de vos aspirations, des fondements de votre projet. Voilà, on va pas avoir le même type de paysage pour un collectif qui souhaite tendre vers l'autonomie alimentaire que pour un collectif qui souhaite juste être un support pédagogique pour accueillir des formations, ou un collectif peut-être dont l'objet principal de jardiner, bah, c'est un prétexte pour créer du lien dans le groupe. Voilà, tout ça, tout se design en fonction évidemment des objectifs de base. Donc le potager verger, donc c'est un potager voilà, légèrement arboré avec quelques microclimats parce qu'il y a un peu d'ombre par-ci par-là. On a quelques arbres qui permettent à l'eau de s'infiltrer grâce à leurs racines autour des légumes. Il peut y avoir quand même de la concurrence racinaire. Bon, il y a quand même pas mal de principes, de choses à prendre en compte, mais ça reste un système qui est globalement assez énergivore, assez vulnérable puisque il demande encore beaucoup d'entretien. On ne bénéficie pas d'un vrai microclimat qui pourrait être offert par un système qui ressemble plus à une forêt, avec l'eau qui circule naturellement, avec beaucoup de fertilité qui se crée euh, de manière naturelle. Voilà, c'est souvent des systèmes qui nécessitent beaucoup d'intrants encore. Donc, pas encore un système agroforestier robuste. Voilà ce que j'écrivais. Ensuite, on a la haie fruitière multi-étagée. Donc là, c'est une version linéaire et simplifiée du jardin-forêt. Le jardin-forêt, on en reparlera juste après. Il y a un gros potentiel productif avec ce type de paysage qui est aussi très facile à entretenir puisque c'est linéaire, donc ça pourrait être mécanisable par exemple, parce que, bon, on l'a pas dit, hein, mais en permaculture, on n'est pas anti, voilà, chacun a sa permaculture, on n'est pas anti-pétrole, on n'est pas anti-plastique si c'est utilisé à très bon escient. Ça peut être pertinent selon moi en fonction des projets. Donc ce type de paysage, il est facile à cultiver et il peut être intéressant. Mais encore une fois, donc voilà, c'est un excellent corridor écologique. C'est très intéressant de faire une haie fruitière entre deux systèmes. Mais encore une fois, il peut être assez vulnérable parce qu'il est en plein vent, en plein soleil. Voilà, il y a pas de microclimat à l'échelle d'une parcelle, quoi. Non, j'ai oublié quelque chose. Ouais, donc là, on voit, juste pour honorer, voilà, là, c'est la haie fruitière multi-étagée. Donc, en Bretagne, ça a été conçu, elle est mature, conçue par Franck Natier de la Forêt Nourricière, qui est aussi un de mes formateurs. Là, on voit la diversité comment dire, les étages, pardon, le jardin en 3D. On voit là des feuilles de figuier, voilà, il y a sûrement là, c'est peut-être des mûriers qui sont trogniers ou autres au milieu, avec des plantes entre les arbres qui doivent être des petits fruits au pied des fruitiers, peut-être des légumes vivaces ou des plantes plus résistantes au sec entre les arbres en attendant qu'ils deviennent plus grands. Donc voilà, là vous voyez un petit peu ce que ça peut donner une haie fruitière multi-étagée. Et un mélange de ces deux systèmes, c'est donc le verger maraîcher. Et là, on a des lignes de légumes donc entre des haies fruitières multi-étagées. Donc là, on se rapproche vraiment, là, on se rapproche de la civilisation de l'arbre. Il y a un microclimat qui s'installe qui est plus intéressant, moins d'érosion, l'eau qui s'infiltre beaucoup mieux grâce aux racines des arbres. Donc la compétition racinaire, souvent on me demande, donc ça se gère, hein, ça se gère dans ce genre de système. Soit on passe à un outil qui permet de scier les racines entre les planches de culture, ce qui va permettre aux arbres, en fait, du fait qu'ils rencontrent un obstacle à cet endroit-là, ils vont aller naturellement chercher à puiser l'eau et leurs nutriments plus profondément vers le sol. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais l'idée c'est juste de les orienter en fait hein, vers là où ça nous dérange moins, sachant qu'on va en prendre soin par ailleurs pour vivre en coopération avec eux dans ce genre de système. Au bout de quelques années, les arbres, ils ont compris que à cet endroit-là, si j'y vais, je me fais couper la racine, donc j'arrête d'y aller.
Et en fait, l'expérience montre que les arbres et même les végétaux, toute forme de vie, en fait, s'adaptent. Il y a une forme d'intelligence qui fait que bah, les arbres, ils comprennent qu'à cet endroit-là, c'est pas intéressant pour eux. De même que s'il y a de l'ombre à un endroit, ils s'en rendent compte, ils en tiennent compte et ils vont se développer de l'autre côté, là où ils ont besoin de lumière. Et à l'inverse, s'ils ont besoin de moins de lumière, j'ai vu des courges aller chercher l'ombre, parce que bah, la courge, c'est une liane, dans son milieu naturel, elle n'est pas en plein soleil, en plein champ, donc elle a besoin d'un petit peu d'ombre. Et on voit voilà, les plantes qui s'adaptent à leur contexte. Et donc la compétition racinaire peut se gérer assez, pas dire facilement, mais est gérable en tout cas dans ce genre de système. Ensuite, donc le jardin forêt, donc là on se rapproche d'un bois ou d'une lisière de forêt. Ça ressemble à la lisière, à la lisière de forêt, le jardin forêt, parce qu'il n'y a pas encore, ou il y en a très peu, de grands arbres qui vont prendre beaucoup d'espace et faire beaucoup d'ombre. Il y a un jeu de lumière qui est bien réfléchi pour le coup, pour justement créer un microclimat favorable et à la fois permettre à des plantes qui ont besoin quand même de lumière pour se développer, ce qui est le cas de la plupart de nos plantes productives pour nos espèces nourricières en tout cas, simplement parce que bah, elles ont été adaptées à ça en fait, elles ont été sélectionnées. On prend par exemple les fraisiers, les fraises des bois, comme son nom l'indique, c'est fait pour vivre dans les bois, ça produit très bien des fraises en sous-bois. Aujourd'hui, nos fraisiers, si on les mettait à l'ombre, comme si on les mettait en sous-bois, en fait, bah, ils ne seraient pas productifs parce qu'ils ont été sélectionnés, ils ont été habitués à recevoir plus de lumière pour produire plus de sucre, etc. Enfin, voilà. Sans entrer dans les détails, nos espèces nourricières, habituelles en tout cas, elles ont besoin de lumière et en même temps de la protection de leur climat d'origine, de leur milieu d'origine, je veux dire. Et donc, dans le jardin forêt, on cherche à reproduire vraiment ces équilibres. Là, on voit bien, devant, on a donc bah, on a des planches de légumes, on a des végétaux qui sont là pour la biodiversité, pour la régulation écosystémique. Et on voit qu'il y a beaucoup de fleurs, là on est au printemps. Il y a des fleurs donc, de fruitiers, donc il y a de la production fruitière aussi au premier étage. Et au fond, on peut imaginer un paysage de type agroforêt. Donc agroforêt, on va en parler juste après, avec des productions par exemple de châtaignes, de noix, de noix de pécan, des arbres voilà, qui prennent plus d'ampleur et donc, on a toutes les strates de la forêt qui sont représentées dans ce type de jardin. On voit bien là les jeux d'ombrage au milieu. On voit bien l'ombre qui se balade au fil de la journée. Les légumes qui ont besoin d'être protégés un petit peu des grosses chaleurs, bah, ils sont à l'ombre le midi et puis ils ont leur dose de soleil le matin et le soir, par exemple. L'agroforêt, donc l'agroforêt, là, on se rapproche vraiment de notre essence, j'ai envie de dire, ancestrale, quoi. C'est-à-dire habiter la forêt. Nous sommes des mammifères forestiers, je crois, de base. Euh, et, et donc, on a appris, même en Europe, hein, il y avait des forêts jardinées ou agroforêts, du coup, c'est un peu le terme là, qu'a repris, qui a été créé par Fabrice Desjours pour bien donner à voir le concept, dans l'idée de cultiver la forêt. Donc là, on est sur des très grands espaces, ça correspond très bien à une gestion collective, puisque bah, ça demande peu d'entretien quand c'est installé, ces systèmes-là, c'est des arbres qui sont résistants, on est vraiment sur un climat forestier, donc bah, résilient par nature, si on choisit les bonnes espèces hein, et les bonnes variétés, parce qu'il y a des espèces d'arbres qui malheureusement n'ont pas les bonnes, enfin, bon, qui sont moins adaptés au changement climatique que d'autres, tout simplement, pour pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, dans ce type de système, on voit que la forêt est là, c'est-à-dire que tout n'est pas planté par l'humain, même dans un jardin forêt d'ailleurs, et même dans tout type de système agroforestier, on laisse de la place aux plantes sauvages, puisque c'est les plus adaptées à la biodiversité locale, et elles contribuent grandement au microclimat et à la production de fertilité, etc. Donc, dans ce système-là, on cultive la forêt. Ça veut dire que simplement, bah, si on prélève un arbre, par exemple, pour le bois de chauffage ou pour construire une maison, on va avoir une trouée lumineuse dans la canopée, donc ce qu'on appelle une fructicée. C'est naturellement dans une forêt, quand il y a des arbres qui tombent, ça crée cet écosystème-là où il y a des arbres fruitiers qui émergent, par exemple les pruneliers, les ronciers, donc qui produisent des mûres, les aubépines qui sont aussi des plantes fruitières dont on peut greffer par exemple dessus des poiriers ou des cognaciers. C'est un système qui demande peu d'entretien et qui produit vraiment, qui peut produire vraiment énormément, quoi, vu qu'on est sur des arbres, des grands arbres. Et c'est des systèmes aussi qui perdurent vraiment dans le temps.
Là, on est sur des systèmes vraiment qui vont se transmettre sur plusieurs générations, quoi, des écosystèmes dont on peut prendre soin. On peut planter ça cette année et imaginer qu'il y a dans plusieurs générations, nos enfants, ou en tout cas les héritiers de nos lieux, puissent bénéficier de la vision long terme qu'on a eue en leur faisant ce cadeau-là de planter des forêts. Le premier enjeu, la première chose à faire, c'est de clarifier la vocation de votre jardin agroforestier. Donc, est-ce qu'il va être plutôt pour vous des collectifs orientés production, orientés lien social, transmission, recherche, voilà, c'est à discuter ensemble. Et on peut donc évidemment combiner plusieurs archétypes. Je vous parle de cinq types de jardins que j'ai essayé de rassembler un peu voilà, cinq archétypes de jardins possibles, jardin agroforestier. Donc le jardin pédagogique ou le jardin partagé, dont l'objet est plutôt de vivre une expérience collective, du lien social, qui peut accueillir des événements, des concerts, voilà, qui peut être un support de recherche, de création variétale ou de diffusion de variétales, des ateliers pédagogiques, de l'éducation populaire, support de formation aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est dans ce genre d'espace, on va plutôt prévoir une circulation, des allées larges, par exemple, pour que le groupe puisse circuler, des espaces pour prendre les repas, des panneaux explicatifs, voilà, cibler les productions en fonction des objectifs pédagogiques, avoir des personnes qui sont formées pour animer des sessions dans ces jardins, etc., etc. Les jardins agroforestiers écologiques, dits jardins de biodiversité. Donc là, l'objet, c'est d'accueillir un maximum de vie, pourquoi pas des espèces rares et protégées. Donc on va prêter une attention particulière aux espèces rares et protégées, à la végétation spontanée sur le lieu pour la favoriser. Et, hum, et on va chercher à créer donc des micro-milieux les plus divers et variés possibles pour héberger un maximum de diversité, offrir un maximum de microclimats, justement, de, de repères, de refuges pour les animaux, de sources de nourriture pour des insectes, pour des amphibiens ou autres. Et donc voilà, zone humide, zone ombragée, une clairière ensoleillée, à fruticée. Et beaucoup d'espèces du coup et de familles. On peut mettre dans ce genre de jardin évidemment des espèces qui sont connues pour favoriser la biodiversité, que ce soit les pollinisateurs ou autres. Dans les jardins agroforestiers dits commerciaux, donc ça c'est donc pour moi c'est un nouveau scénario agricole pour l'avenir vraiment. Pareil au Bec et Loin, ils ont mené des recherches là-dessus, hein. Ils ont paru un livre là récemment là-dessus qui est vraiment intéressant. Là, l'idée, c'est d'optimiser vraiment l'espace pour faciliter le travail, les récoltes, l'entretien. Donc voilà, on va mettre par exemple en place des récoltes groupées, zone par zone. C'est-à-dire, dans cet espace du jardin, on va récolter à l'automne ou au mois de novembre. Il y a toutes les espèces, la majorité des espèces qui sont dans cet espace, elles se récoltent au mois de novembre. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, on sait qu'on est plutôt dans cet endroit-là pour récolter et donc pour optimiser en fait la gestion de l'espace. Parce que sinon, s'il y a des grosses productions envisagées et qu'il faut faire des allers-retours et des allers-retours en brouette ou même en voiture pour récolter ou pour entretenir, bah c'est pas le top, quoi. Alors qu'on pourrait vraiment penser le jardin dès le départ pour que l'énergie humaine soit concentrée saison après saison à des endroits spécifiques qui seront évidemment choisis en fonction des besoins et des envies de production. Donc, se concentrer sur 15 à 80 espèces, c'est-à-dire qu'il y a 7000 végétaux qu'on peut manger, et aujourd'hui, on en mange en moyenne 30 à 50 pour un humain lambda, c'est 30 à 50 espèces qui font l'alimentation globale sur une année d'un humain. Donc on voit le potentiel est énorme. Vraiment, on peut vraiment repenser notre alimentation grâce à ce type de jardin aussi. C'est une occasion de redécouvrir ou de découvrir soit des espèces anciennes, soit des espèces qui viennent d'autres continents mais qui sont adaptées grâce au changement climatique. Donc, le jardin agroforestier d'agrément et de ressourcement, priorité à l'esthétique, à l'harmonie, à l'ambiance ressourçante. Donc, on peut même mettre les jardins thérapeutiques dans cette catégorie-là, parce qu'un jardin nécessairement est thérapeutique, selon moi. Ça prend soin, quoi. Ça fait tellement du bien d'être dans un jardin. Quand il n'est pas source de stress, parce qu'il faut entretenir, parce il faut faire, il faut faire. Quand il est bien pensé, généralement, c'est plutôt source d'apaisement et c'est ce qu'on va chercher à recréer dans nos jardins. Donc là, bien sûr, culture multi-étagée, avec des feuillages persistants l'hiver pour créer des effets
voilà, pour que le jardin il reste joli l'hiver. Et puis ça a plein d'autres avantages, on en reparlera juste après, les feuillages persistants. Des fleurs échelonnées sur toute l'année, bien sûr. Il existe des fleurs toute l'année. Enfin, en choisissant les bonnes espèces, on peut avoir des fleurs toute l'année, même l'hiver. Et je vous le recommande à fond parce que les pollinisateurs, surtout dans les temps qui courent, et le climat étant un petit peu inhabituel, on peut avoir en plein hiver un redoux printanier. Les abeilles sortent et en fait, bah, il n'y a rien à butiner parce que d'habitude, les plantes sauvages, il y en a très peu qui fleurissent à ce moment-là. Donc nous, on peut choisir des plantes qui fleurissent à ce moment-là pour leur offrir de quoi se nourrir. Par exemple, l'arbousier, c'est un bon exemple. L'arbousier, il produit de la nourriture en hiver pour les oiseaux et pour nous, parce que bah, ça fait des petits fruits comme ça, rouges, qui ressemblent à des fraises, on l'appelle arbre aux fraises aussi parfois par abus de langage, et qui sont très bons quand ils sont cueillis à maturité, contrairement à ce que j'entends souvent. Moi j'en ai goûté sur plusieurs arbres, il faut juste les cueillir au bon moment. Fleurs en tout cas, toute l'année, il y a des fleurs toute l'année sur les arbousiers, et il y a les fleurs en même temps que les fruits, et elles sont surtout là l'hiver. Et là c'est vraiment intéressant, c'est très visité par les insectes pollinisateurs l'hiver. Donc voilà, des bancs, des espaces zen, des espaces de contemplation, de repos, etc. Le jardin agroforestier vivrier, donc dont l'objectif pourrait être l'autonomie alimentaire à l'échelle bah, donc d'un foyer, d'un collectif, d'une commune. Là, on va être vigilant, bon en vrai c'est pour tous, hein, mais à bien quantifier les besoins pour adapter la charge de travail, d'avoir des productions échelonnées sur toute l'année, ce qui n'est pas forcément le cas d'un jardin commercial, bien que souvent ce soit recherché. Mais là, si on veut se nourrir toute l'année, en tout cas, on a vraiment intérêt à penser une production échelonnée. Pour vous donner un exemple, avec le cerisier, on dit les cerises, c'est au mois de mai. Oui, la plupart des cerisiers produisent au mois de mai, mais on peut en avoir, ou juin d'ailleurs, fin mai, début juin. Mais en fait, on peut en avoir dès tout début mai, et on peut en avoir jusqu'à mi-juillet, si on accepte de cultiver des cerises griottes. Et quand je dis jusqu'à mi-juillet, c'est en continu, quoi, avec plusieurs variétés, avec, je sais plus, j'avais fait un tableau pour un projet, mais avec au moins, allez, avec 5 ou 6 variétés de cerisiers différents, on peut avoir des cerises, on peut manger des cerises pendant 2 mois, quoi. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette diversité-là, parce que les cerises, c'est trop bon. Et puis voilà, pour se nourrir tout le long de l'année, et parce qu'on peut faire ça avec plein d'autres variétés fruitières. Par exemple, les figuiers, il y a des figuiers qui sont trifères. Ça veut dire qu'ils produisent 3 fois dans l'année. Il y a des variétés de figuiers qui produisent 3 fois dans l'année, euh, au mois de juillet, au mois de septembre, et dans les climats un peu doux, un peu plus doux, et ben parfois en octobre, novembre, il y a encore une troisième salve de figues. Donc, on va penser bien sûr à la conservation, à la transformation. C'est des aspects qui sont à prendre en compte dans la sélection variétale, encore une fois, d'avoir des poires à cueillir peut-être dès le mois de juillet, parce qu'il existe des variétés qui se cueillent très tôt, par exemple les poires de la Saint-Jean, mais il y en a plein d'autres. Et des variétés de saison au mois de septembre, voilà, septembre-octobre, et des variétés qu'on va récolter jusqu'au mois de novembre et qui vont se conserver peut-être jusqu'au mois de mars, avril, mai. Il y a des variétés qui se conservent très longtemps. Là, je vous le dis tout de suite, vous aurez le PDF, enfin si vous le demandez en tout cas, vous recevrez le PDF de la présentation. Comme ça, vous pouvez vous reposer là-dessus collectivement pour voir ce qui vous parle, pour rebondir, pour avoir une réflexion collective sur ce qui vous parle là-dedans, sur ce que ça vous donne envie de faire ou pas. De voir par exemple qu'il y a des productions immatérielles possibles, et notamment, j'ai pas insisté là-dessus là, sur la slide, mais j'ai mis donc du lien, de la confiance, de la sécurité, du sens pour votre collectif, de la résilience, pour l'autonomie alimentaire, des occasions de créer du lien, on en a nommé. Et à l'échelle de voilà, la conférence, c'est votre jardin peut contribuer à changer le monde. Bon, bah voilà, stocker du carbone, rafraîchir le climat local, au moins sur votre parcelle, limiter l'érosion, jouer de l'infiltration des pluies. Bref, palette végétale, bon, du coup là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit j'ai classifié quatre grands types de végétaux, et je vous parlerai rapidement. Donc les plantes bioaccumulatrices, c'est des plantes qui permettent de nourrir les autres d'une manière ou d'une autre, voilà, sans rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de plantes ou des manières de les cultiver qui permettent ça. Et, euh, et pour vous, pour vos collectifs, bah, j'aurais juste envie de dire que c'est important d'être bien au clair, encore une fois, vraiment de vos intentions pour faire une sélection adaptée et pas se disperser parce qu'on a tendance à vouloir tout en même temps. Et en fait, un petit peu de chaque et beaucoup de ce qui est important pour nous, bah, ça suffit souvent. Voilà. J'aurais adoré vous parler quand même de tout ça, mais c'est pas grave, on y reviendra peut-être. Euh, donc,
comment votre jardin peut transformer votre collectif? Bon, voilà, donc il nourrit la communauté, bien sûr, de manière matérielle et immatérielle. Donc des aliments partagés, frais, sains, de saison, cultivés ensemble, locaux, évidemment. Il apaise les relations et les esprits, on le sait, le contact régulier avec le vivant, le fait de ralentir, de se poser ensemble dans un espace pour se mettre au rythme des végétaux, bah, ça fait vraiment du bien. Il renforce l'autonomie du lieu de vie, on peut même penser à l'échelle des territoires, que ça devient un gage de sécurité pour les voisins, voilà, pour même un modèle inspirant. J'ai mis redonne du sens à l'engagement commun, ça devient vraiment inspirant après pour les autres, que ce soit les voisins, la commune. Enfin voilà, on voit vraiment des jardins agroforestiers qui essaiment à partir d'un premier qui a fait le premier pas, quoi. Ça, c'est super chouette. Il renforce, il crée du lien et des occasions de coopération. Donc, on l'a nommé un petit peu. Support d'apprentissage collectif. On l'a nommé un petit peu aussi. Voilà, pour aller à l'essentiel. Ah, j'ai oublié d'adapter cette slide, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais juste vous dire que bah, ce qu'on a Ce qu'on a commencé à ouvrir ici comme possible, dommage, on n'aura pas trop le temps d'en discuter du coup effectivement ensemble, mais en tout cas ça peut donner lieu à des accompagnements. J'ai commencé à penser un petit peu à ce à quoi ça pourrait ressembler. Par exemple, il y a des collectifs qui pourraient, des accompagnements mutualisés, hein, j'entends, même si je peux aussi faire de l'individualisé pour les projets qui ont besoin d'aller plus au fond des choses. Ça pourrait être par exemple un accompagnement pas à pas de la conception à la mise en œuvre de vos jardins agroforestiers. Donc concrètement, par exemple, 2 visios par saison, où on va aller 2 visios par étape, 2 visios pour poser les fondements de votre projet, pour vous accompagner, pour vous poser les bonnes questions là-dedans. 2 visios pour bah, comment on gère un peu la conception de ce type de projet, pour mettre en lien tous les éléments. 2 visios pour comment réaliser, pour parler de comment réaliser ces jardins, comment mettre en place des temps de chantier collectifs, ce genre de choses. Et ensuite, 2 visios de suivi et ajustement. Voilà. Ça c'est une idée vraiment, mais vraiment, c'est une idée quoi, à co-créer, à voir selon vos besoins. Et une autre proposition, ça aurait pu être des visios un peu moins engageants, peut-être un peu moins, on va créer un jardin agroforestier, plus comment habiter votre jardin au fil des saisons, avec par exemple des repères et des conseils adaptés à la saison, ce qu'on fait pas à cette saison habituellement, des pistes d'aménagement possibles, des temps de questions-réponses, à partir de là où vous en êtes et de ce que vous cultivez, de vos habitudes, etc. Voilà, un accompagnement plus léger, des thèmes à choisir ensemble, enfin voilà, à co-construire tout ça. L'idée, ça pourrait être qu'on se revoie, qu'on prévoit un autre visio suite à celui-là. J'ai envie de vous proposer un formulaire que j'ai déjà créé, que je vous enverrai, pour mieux comprendre votre lieu, votre contexte et vos envies, et que je puisse éventuellement adapter donc des propositions d'accompagnement mutualisé à vos contextes à la fois spécifiques et communs. Euh, voilà, donc je suis pas expert en jardin agroforestier pour les collectifs. Par contre, je suis super motivé pour, bah, peut-être grâce à cette expérience avec vous, avec la commutatrice, à monter en compétence là-dessus et à pouvoir répondre à vos besoins, j'espère, le plus, voilà, le plus qualitativement possible et que ça nous nourrisse les uns les autres. Je voulais remercier tous ceux qui sont venus et voilà, l'enjeu est de voir si effectivement ça peut être intéressant, ces partages aussi, non seulement entre nous, mais avec des personnes qui, je dirais, sont dans l'écosystème, sont dans la constellation par leur énergie, leur vibration, leur savoir, et voilà, qui peuvent nous enrichir, je pense, mutuellement. Et d'autant plus qu'après, c'est intéressant d'avoir un même vocabulaire, une même culture, une même permaculture pour pouvoir échanger entre nous après en se disant tiens, toi, qu'est-ce que tu as testé? Ah ben, si tu peux me donner voilà, des graines ou des boutures, voilà, ce serait super. Un petit dernier mot, Théo, et puis on va s'arrêter là. Ça marche, merci. Et ben, bah voilà, bah juste vraiment, je suis heureux de vous avoir rencontré. Je serais heureux de poursuivre les échanges, la coopération d'une manière, la coopérance, comme vous dites, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Et, et voilà, et franchement, comme je vous disais, j'insiste là-dessus parce que vraiment, je pense que le collectif, c'est vraiment un modèle d'avenir. Il y a quelque chose qui m'est resté de la petite visio là, que j'ai regardée de la commutatrice. Il y a quelqu'un qui disait. Bouddha disait, je crois que le prochain Messie, ce serait pas une personne mais un collectif. Moi, ça me parle bien. L'idée de voilà que des solutions concrètes émergent de ceux qui ont osé vivre le collectif et vivre
euh, vivre voilà, des relations humaines dans ce cadre-là, quoi. Que c'est là que c'est des terrains d'expérimentation précieux pour la société. Et ça ferait d'autant plus sens pour ces raisons-là, pour moi, de travailler avec des collectifs. Voilà. Et du coup, avec vous en priorité. Donc merci, je me nourris autant que j'espère pouvoir contribuer aussi à vos projets. Merci à tous. Vous pouvez À reprendre une bientôt. activité normale. Bisous à tous. Merci, salut, à Merci, Au bientôt. revoir, à bientôt. joyeuse vie, au revoir.